Bonjour, cette petite vidéo pour vous présenter mon expérience récente de la classe inversée. Donc ce qui a motivé mon choix pour ce type d'enseignement, ça a été tout d'abord un certain nombre de constats. Le premier étant que je trouvais mes élèves très consommateurs. Pour eux, recopier le tableau, c'était travailler, et donc j'avais l'ambition de davantage les responsabiliser dans leurs apprentissages. Ensuite, je trouvais que mes élèves ne parlaient pas assez anglais en classe, et donc je voulais davantage les mettre en action et leur libérer davantage de temps de parole. Troisième constat, ça a été l'apprentissage par compétences, et j'ai trouvé mes élèves très autonomes sur certains points, comme aller chercher des informations sur internet. Les sélectionner, c'était un peu plus compliqué, mais ils avaient ce réflexe d'aller chercher des informations, mais ils ne savaient pas quoi en faire derrière. Donc l'idée, ça a été de les rendre davantage autonomes face à une situation complexe, en leur demandant de vraiment analyser la situation problème, ce qu'on attendait d'eux, de faire des choix, de programmer des étapes dans la réalisation de cette tâche, et de les accompagner sur cette progression avec des points de contrôle sur leur avancement, et savoir s'ils étaient sur des bonnes pistes ou pas. Donc davantage une attitude réflexive de résolution de problèmes, en fait. Ce qui les obligeait aussi à respecter un échéancier et à collaborer, à travailler en équipe. Ce qui, pour moi, était aussi une compétence transversale très importante en vue de leur entrée dans la vie active. Et le dernier point, c'était les classes hétérogènes et l'idée d'aller plus loin dans la différenciation et d'adapter mon enseignement à tous mes élèves. Alors, le concept de classe inversée que j'ai découvert à travers des lectures, à travers des colloques, à travers des formations, je me suis rendu compte en fait que c'était quelque chose qui allait bien au-delà de la simple inversion. Je vois la théorie à la maison et je fais mes devoirs en classe. C'était vraiment une différence de concept du rôle de l'enseignant qui accompagne dans la classe inversée plutôt qu'il ne transmet un savoir. Donc il accompagne l'acquisition des connaissances, il encourage l'élève dans sa progression, et puis il accompagne aussi l'élève dans l'acquisition d'une démarche d'apprentissage, d'une méthodologie. Alors la mise en œuvre, la mise en place de la classe inversée, pour moi, là où les principes que j'ai gardés et qui ont guidé ce qui semblait possible à mettre en place dans la classe, ça a été en premier lieu un plan de travail qui permettait aux élèves d'avancer à leur rythme. Donc le plan de travail est le même pour tous, il y a une base commune. Ensuite, si les élèves sont en avance par rapport à l'échéancier, ils peuvent aller plus loin, je leur fournis des pistes pour aller plus loin. Mais il y a un minimum à réaliser. Donc pour que ce plan de travail soit efficace, il faut que la situation problème soit scénarisée, je me suis rendu compte, soit scénarisée au maximum. Que les élèves puissent prendre conscience des attentes qui sont les miennes, et que cela puisse vraiment baliser, cadrer leur réflexion sur ce qu'ils doivent mettre en œuvre pour répondre à la commande de la tâche finale. Ensuite, un plan de travail individuel, ça implique que les élèves ne vont pas utiliser les mêmes documents au même moment, et donc ça implique une mise à disposition des documents à l'avance.
donc mettre à disposition différents formats de documents, aussi bien des vidéos que des textes, que des audios, que des images, etc. Donc ce qui posait le plus de problèmes, c'était les vidéos. Donc j'ai créé une chaîne YouTube qui permet aux élèves d'aller voir les vidéos quand ils veulent. Pour les autres médias, Pronote pouvait suffire. J'utilise aussi des QR codes pour qu'ils puissent utiliser leur smartphone, aussi bien en classe qu'à la maison ou dans les transports scolaires. Et puis, ils ont tous les documents en photocopie et au format numérique, de manière à pouvoir cliquer sur les liens des sites internet, les adresses des sites internet, et s'y rendre directement sans avoir à tout recopier. La différenciation, en fait, elle commence avec ce plan de travail, puisque chacun avance à son rythme. Elle continue avec la mise à disposition des ressources, puisque les élèves ayant toutes les ressources peuvent les voir autant de fois qu'ils le veulent. Avant, après, ils peuvent revenir sur les documents, vraiment selon leurs besoins. La différenciation, je l'ai appliquée aussi par rapport à mes demandes. J'essaie d'augmenter au maximum le choix de l'élève dans la façon dont il va me rendre un devoir ou une activité. Ça peut être un choix dans le niveau, donc l'élève choisit de faire l'activité de niveau 1, de niveau 2 ou de niveau plus complexe, de niveau 3. Ça peut être aussi le choix dans le format de restitution, soit oral, soit écrit, par exemple. Enfin, au niveau différenciation, c'est aussi la possibilité pour les élèves d'avoir une communication privilégiée avec l'enseignant, soit en petit groupe ou en individuel pendant le cours, soit via un contact mail hors la classe, et pour cela j'utilise personnellement la messagerie Pronote. Pour continuer, donc l'organisation de la classe est bien évidemment changée. L'organisation spatiale, puisque les élèves vont bouger les tables pour se regrouper ou pour être en individuel sur un travail d'évaluation par exemple. J'ai demandé l'installation d'un tableau blanc au fond de la salle qui permet à un petit groupe de travailler en commun avec ce support-là. J'ai fait installer des casiers où les élèves rendent à la fin de l'heure les activités qu'ils ont réalisées sur feuille, ou bien leur journal de bord, journal d'apprentissage dont je vais vous parler ensuite. Au niveau de la gestion du bruit, forcément un travail en petit groupe génère du bruit, mais on ne fait pas que du travail en petit groupe. Donc j'ai instauré un code couleur avec un travail, quand on travaille en classe entière, on demande la parole, on respecte la parole de l'autre que l'on écoute. Quand on travaille en groupe, on murmure et un brouhaha léger est autorisé. Et quand on est en travail individuel, bien entendu, c'est le silence qui est attendu. Donc, comme chacun travaille différemment à son rythme, forcément ils ne sont pas au même endroit, au même niveau, au même moment. Donc ça implique une gestion assez drastique en fait du suivi de la progression de chaque élève. Donc pour cela j'utilise plusieurs outils. Le premier, c'est le journal d'apprentissage qui est rempli à la fin de chaque séance et qui est rendu dans la bannette qui a été installée. Ça me permet de suivre leur progression et également de leur donner des conseils individuels. L'idée, c'est qu'ils commencent aussi à réfléchir à ce qu'ils font, comment ils le font et comment ils apprennent. Ensuite, je fais un pointage quotidien des activités, des fiches qu'ils m'ont rendues.
pour savoir où ils en sont dans la séquence, dans le scénario séquence. J'ai quand même instauré des évaluations à date fixe, donc je m'assure que tout le monde soit arrivé par exemple à un stade précis du scénario pour pouvoir évaluer. Il y en a certainement qui seront bien en avance, mais pour cette évaluation, il faut un petit retour en arrière. Et puis, j'évalue aussi les compétences transversales qui sont quand même au cœur de cette pédagogie inversée. Et les compétences transversales, ça va être l'autonomie, l'initiative, ça va être la maîtrise des outils numériques, ça va être le travail en équipe. Et donc, ces compétences-là sont intégrées à l'évaluation que je peux faire des élèves. Dernier point pour la mise en place, effectivement c'est quelque chose qui nécessite des compétences techniques de la part du prof, alors pas extraordinaire, mais il faut savoir faire des capsules, des petites vidéos comme celle que je suis en train d'enregistrer. Il faut pouvoir éventuellement faire du montage très basique, mais pouvoir insérer des titres, pouvoir mettre des sous-titres, pouvoir insérer des zooms et des choses comme ça pour, à l'intérieur des vidéos d'explication, d'explicitation, mettre l'accent sur les points importants. Il faut savoir diffuser, donc d'où la chaîne YouTube. Il faut savoir faire des questionnaires en ligne. Faut pouvoir ouvrir un espace collaboratif de stockage et d'édition de documents pour que les élèves puissent continuer à travailler ensemble depuis chez eux sur des productions communes. Et puis ça nécessite aussi des élèves des compétences techniques, alors qu'ils ont bien évidemment beaucoup plus facilement que le professeur, mais parfois il y a besoin quand même de petits tutos pour utiliser telle ou telle application. Comme par exemple les QR codes, mais ça va très très vite, ou comme par exemple l'utilisation d'un espace de stockage collaboratif et de travail collaboratif. Alors le bilan que je fais de cette expérience relativement récente, c'est tout d'abord la difficulté à lutter contre l'inertie des élèves, à leur faire quitter le confort du fond de la classe, du cahier et de j'attends que ce soit fini pour pouvoir noter ce qui est au tableau. La question que je n'ai pas encore tout à fait résolue, c'est effectivement le problème de l'utilisation de la langue cible à l'oral dans les groupes. Le naturel revenant au galop, c'est quelque chose encore que je dois encore travailler. C'est un problème, encore pour moi. Et puis la tentation de faire autre chose, de ne pas avancer sur le travail qu'il y a à faire, mais en profiter pour discuter, etc. Et la maturité des élèves fait que parfois ils sont tentés d'attendre que ça passe et de discuter comme s'ils étaient en récréation. Donc là, voilà, il faut que j'aille plus loin dans la recherche de la mise en activité des élèves dans un travail de groupe et de la gestion de leur travail, enfin du travail de groupe. Par contre, au niveau collaboration et autonomie, les élèves peuvent très bien, et souvent d'ailleurs, comprennent l'intérêt du travail de groupe et s'organisent assez naturellement en fait, en groupe, en équipe, et prennent l'habitude très rapidement d'utiliser les outils qui sont mis à leur disposition dans la salle, que ce soit leur smartphone, que ce soit l'internet s'il y est, que ce soit la balado-diffusion, que ce soit les dictionnaires, les ressources, tout ce qui est à disposition et qu'on leur a laissé en libre utilisation. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils commencent, alors c'est un processus qui est très long, mais qui commence à réfléchir avec le journal de bord à qu'est-ce qu'ils font et comment ils apprennent.
et, euh, et ça, donc c'est une amorce, mais c'est plutôt encourageant. La différenciation, par contre, là, c'est point positif absolu. Il y a une gestion autonome des élèves qui fait que ils vont à leur rythme, ils choisissent leur niveau de difficulté et vraiment ils avancent de façon tout à fait personnelle. Juste une chose concernant ces points-là, c'est vrai que ça dépend aussi beaucoup du profil des élèves. Est-ce qu'ils ont eu l'habitude avant ou pas de travailler de cette façon-là, de travailler en groupe, de travailler par projet, et donc d'être autonome dans leur travail et d'être capable d'utiliser les ressources qui sont mises à leur disposition pendant ce temps de réflexion et de travail. C'est vraiment une question d'habitude, donc ça va très bien si les élèves ont cet état d'esprit-là, et si c'est utilisé par d'autres collègues, ou s'ils ont eu l'expérience d'une pédagogie de projet dans les années précédentes. Quand ils n'ont pas l'habitude, c'est beaucoup plus lent puisqu'il y a toute cette mise en place à faire. Enfin, le gros plus aussi, c'est la variété des modalités d'enseignement et d'apprentissage, la variété des supports. Sur la construction des capsules, il peut y avoir des capsules très théoriques sur sur la connaissance, donc par exemple linguistique ou des points très théoriques à aborder. Ça peut être c'est-à-dire comment je rédige un récit, comment en anglais, comment je questionne, je mène une interview, voilà. Donc ça peut être aussi des tutos en fait sur la langue et l'utilisation de la langue. Ça peut être aussi des checklists sur un rappel des attentes de la tâche finale et où l'élève va pouvoir réécouter ce qui a été enregistré par le professeur à la suite de l'explicitation par exemple de la tâche finale. Plutôt que d'avoir une checklist sur un papier, ça peut être une checklist vidéo avec les explications du professeur qu'il peut réécouter tout à loisir. Donc on peut aussi avoir dans ce processus de classe inversée et de plan de travail des activités ordinaires sur les textes, sur l'audio, sur des sites à aller voir pour aller chercher des informations précises, des images à regarder, des schémas à observer, à comprendre, à pouvoir expliquer ensuite en classe, des questionnaires à remplir. Donc l'inversion peut porter sur une recherche d'informations, sur une recherche de lexique, peut porter sur comment je fais pour, mais peut aussi porter par exemple sur une mise en contexte où je pense à l'objectif civilisationnel, où vous allez proposer aux élèves une petite vidéo rapide qui va présenter le contexte historique ou géographique ou civilisationnel de votre cours afin qu'ils aient les prérequis pour pouvoir réaliser la tâche que vous leur proposez de réaliser. Voilà, en espérant que cette petite explication vous a été utile, je vous demande maintenant de remplir le questionnaire dont vous avez l'adresse, et puis n'hésitez pas à réécouter cette vidéo, à faire des pauses, à prendre des notes et surtout aussi à rédiger les questions qu'elle peut susciter. Bon courage, à bientôt.